sur la femme, hein, du point de vue de la tradition, très bien. La polygamie, le lévira, la prostitution, le harcèlement sexuel et d'autres. Au sujet des violences, je suis tout à fait d'accord avec son expertise. Je serai plus rapide puisqu'elle aura déjà abordé ces sujets-là. Et je commencerai d'abord par dire que il y a des violences sur les femmes et des abus. En Afrique, c'est parfois un peu trop grossier. Mais je voudrais dire que dans toutes les sociétés, il existe des violences et des abus sur femmes. Et chez nous en Afrique, c'est peut-être une chance que quelquefois ça se voit. Parce que quand quelque chose est visible, on peut lutter contre. Mais ailleurs, la femme fait l'objet de violences et abus, mais de manière subtile et donc cachée, voilée dans la loi du silence. Et quand quelque chose est silencieux, on peut difficilement en parler. Et cela me rappelle la devise de la Commission pontificale pour la protection des mineurs et personnes vulnérables. S'il re non possum, je ne peux pas me taire. Qu'elle soit donc ostentatoire ou cachée, une violence reste une violence avec des conséquences comme Madame Aimée, psychologue clinicienne, a si bien décrit il y a quelques instants. Maintenant, si je prends le cas des violences culturelles, économiques, sexuelles, je serai moins méthodique que Madame Aimée pour pouvoir englober un certain nombre de choses. Je dirais par exemple, à la naissance en Afrique, naître une fille est déjà un crime et devient la cause d'une persécution pour la maman. Est-ce qu'on choisit de naître fille ou de naître garçon? Et quelquefois, le papa qui fait tellement d'histoires, il a oublié sa science, hein, que pour les gènes X, Y, hein, c'est lui qui doit davantage travailler que la maman, hein. Et on constate que toutes les bêtises qu'il arrivera à la jeune fille, pardon, de commettre ou de subir, ça va rejaillir sur la maman. C'est comme si la maman est source de tout ce que la jeune fille vivra. Mais il y a des papas, hein. Quand le garçon aussi fait quelque chose de mal, ils diront, voilà ton fils. Mais quand le garçon a réussi brillamment le bac, le papa dira, c'est mon fils. Mais quand il est paresseux, c'est ton fils. Voilà, nous connaissons ce discours-là, n'est-ce pas? Hmm? À la naissance, naître fille est déjà un crime. Durant l'enfance et la jeunesse, la différence d'éducation ouvre parfois la porte à des excès et à des abus. Dans certaines sociétés, encore aujourd'hui, la fille fait face à des travaux harassants, qu'importe son âge, hein. Toi, petite fille, jeune fille, le matin, lève-toi plus tôt que les autres, va puiser de l'eau, va chauffer de l'eau, porte de l'eau à la douche pour papa, porte de l'eau à la douche pour maman. Bien, tout le monde est habitué à ces pratiques traditionnelles et personne n'entend la petite voix de la jeune fille ou de la petite fille qui gémit parce que écrasée par les travaux harassants. Elle n'a pas le droit de se reposer. Pendant ce temps, son frère peut se réveiller tard, aller jouer au ballon, causer avec les camarades et parfois demander à sa petite sœur ou même à sa grande sœur, mets-moi de l'eau dans la douche aussi pour que je me lave. Quand il y a l'amour fraternel et quand c'est demandé avec gentillesse, ça passe. Mais imaginez quand le petit garçon prend aussi les allures des grands hommes qui parlent avec une autorité, un pouvoir écrasant, ça peut devenir terrible. Et pendant ce temps, il y a des chocs qui se nouent dans le cœur de la petite fille et de la jeune fille.
Maintenant, à l'âge de la scolarité, en cas de ressources limitées des parents, qui on va favoriser pour la scolarisation? Ce ne sont pas les petites filles, ce sont plutôt les petits garçons et ils sont plus chanceux. Et cette réalité, même nous sommes à l'ère de la mondialisation, il suffit de prendre la voiture, de s'enfoncer à l'intérieur des campagnes africaines. Ce sont des réalités qui n'ont pas beaucoup changé encore, hein. Et ça fait mal au cœur de traverser ces campagnes et de voir quelques rares filles parmi des petits garçons revenir de l'école du village qui est tenue par un maître parent. Donc, il manque même des enseignants titulaires. Ça fait mal aujourd'hui. Donc, à l'âge de la scolarité, cette violence culturelle qui demande que le petit garçon soit mis à l'école et la petite fille reste à la maison pour aider aux travaux ménagers, aux travaux champêtres, c'est encore de mise aujourd'hui, mes amis. Passons plus loin. À l'âge nubile, qu'est-ce qu'on fait de la jeune fille dans certains contextes africains encore aujourd'hui? C'est le mariage forcé. Une véritable vente aux enchères. À qui propose plus d'argent, on va confier la petite fille. Encore aujourd'hui, c'est scandaleux, mais c'est ainsi. Et que se passe dans le cœur de la jeune fille à qui on n'a pas demandé la vie? Eh bien, les chocs et les traumatismes se réveilleront plus tard, mais ne la rateront pas. La vente aux enchères qui profite aux oncles, surtout dans les lignées où c'est surtout le matriarcat, hein, et au petit papa ou au grand papa, là où c'est la lignée du papa qui compte. Ce monde-là, peut bénéficier des billets de banque, mais ne sait pas et ou ignore complètement ce que vit la jeune fille qu'on a vendue comme ça en guise de mariage. On pourrait prolonger sur cette piste-là, mais il y en a d'autres, hein. On va essayer d'équilibrer. Même si il arrive à la jeune fille de choisir son conjoint, bon, si déjà elle a la chance de choisir son conjoint, c'est pas mal. Quand on a choisi par amour, il y a des choses que l'on supporte un peu mieux que lorsque c'est sous la contrainte on a été emmené de force dans la maison d'un mari qui, après, le jour même, le soir même, sans délicatesse, doit faire de la violence sexuelle à la petite fille ou à la jeune fille. Alors, je voudrais parler maintenant, pour rejoindre Madame Aimée tout à l'heure, des conséquences de ces situations-là. Il y a chez la jeune fille, la petite fille, puis la jeune fille, et même la femme, si elle ne le travaille pas, si elle ne travaille pas ses complexes, il y a des complexes qui se nouent et dont il faudra qu'elle se débarrasse. Alors, généralement, ce sont des complexes d'infériorité, comme un peu l'enfant qu'on a sevré de force, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis né pour souffrir. Et pour reprendre le titre d'un roman de Mongo Betty, Perpétue ou l'habitude de la souffrance. Voilà, le complexe d'infériorité, je suis né pour souffrir, je dois être soumise, femme traditionnelle, dire oui à tout, et puis recevoir des coups sans gémir, etc. Et ça change, hein. Même dans la société traditionnelle, j'ai beaucoup aimé ce qu'on disait une fois de la société des Ouldémé au Nord Cameroun. À 4 heures du matin, la femme Ouldémé se réveille pour moudre son grain. Et pendant qu'elle moude son grain, elle chante. Et tout le monde sait que c'est sa manière de parler. Si elle est maltraitée par son mari, elle le chante et d'autres l'entendront. Et si ces autres qui l'entendent peuvent arranger quelque chose, tant mieux. Mais si c'est pour aggraver son cas, alors la femme ou d'aimer
aura intérêt à ne rien chanter. Mais déjà, le fait de chanter, c'est une manière d'exorciser de la souffrance intérieure. Le complexe d'infériorité, ne se sentir rien du tout, et je suis touchée par l'exemple de Madame Aimée tout à l'heure, une femme qui a réussi à décrocher un bon boulot, à qui on confie un certain dossier, et elle se dit, je suis pas capable. Vous voyez jusqu'où vont les complexes d'infériorité. Paradoxalement, il y en a qui ont travaillé leur complexe d'infériorité, mais pour verser dans le complexe de supériorité. C'est-à-dire, la femme qui s'est émancipée avec agressivité et qui dit, voilà, me voici maintenant, eh bien, vous ne ferez pas de moi ce que vous voudrez. Alors, c'est généralement les modèles qui sont déversés par les médias, les films africains ou autres, hein. Il y a une série, Ma famille, je voyais beaucoup de femmes à Bangui qui aimaient voir cette série-là. Il y avait toujours une dame, elle est très sympathique d'ailleurs, hein, toujours bien habillée. Elle est présentée comme infirmière, mais on la voit jamais travailler à l'hôpital. Elle est toujours assise en train de souffrir du manque d'amour de son mari qui devait être un certain Boyeli, quelque chose comme ça. Eh bien, tout de suite, j'ai senti que dans quelques temps, on aura une génération de jeunes filles qui voudront s'habiller, travailler le moins possible pour ressembler à cette dame-là, dont le nom m'échappe. Alors, le complexe de supériorité chez la femme, c'est terrible. Et quelquefois, elle exerce sur d'autres femmes, hein, en oubliant qu'elle-même, elle vient de loin. Et voilà, il faut en prendre conscience de ces abus d'autorité qu'une femme émancipée peut exercer sur d'autres, quelquefois mépriser les autres qui sont restés à l'état traditionnel, comme disent certaines. Bon, alors, je parlerai rapidement des violences sexuelles, parce que Madame Aimée a eu l'occasion d'évoquer cela. Alors, les violences sexuelles dont j'entends parler aujourd'hui, l'inceste. Mais tout le monde devrait se dresser pour crier contre l'inceste. Il y a une sorte d'inceste aujourd'hui qui est poussé par des mobiles magiques. Il y a quelque temps, on disait, les gens qui sont atteints de sida, pour être guéris du sida, ils doivent, ils doivent avoir des rapports sexuels avec des petits-enfants. Et je vois la terreur d'une dame médecin en face d'un bébé qui souffrait, qui criait, qui hurlait avec de la fièvre impossible. On a procédé à toutes comment vous appelez ça, Madame Aimée, tous les diagnostics possibles et impossibles, jusqu'à ce qu'un médecin prenne le temps pour observer cet enfant-là. Et on découvre que la petite fille a été abîmée. Quelqu'un l'avait abîmée parce qu'il voulait coucher avec une petite fille de quelques mois pour se débarrasser de son sida. C'est peut-être même un parent. Écoutez, on devrait se mettre tous debout pour crier fort contre ce genre de pratique. L'inceste entre frères et sœurs, entre papa et la fille. Et maintenant, les gens ne se cachent plus. Tout d'un coup, dans une famille, maman a décidé de partir vivre loin. Ses frères l'ont suivi. Et dans la maison, une belle villa, un monsieur haut placé, monsieur est tout seul avec sa fille. Que se passe-t-il? Dieu seul le sait. Mais c'est des scandales, mon Dieu. On ne craint plus Dieu. Bon, des viols, mes amis. Et des viols sur mineurs commis par des laïcs, des clercs, des membres des instituts religieux. Des viols pour abîmer des enfants. Les enfants que d'autres ont mis au monde et qui attendent que leurs enfants qui, parviennent à l'âge de la responsabilité. On les abîme, hein. Et après, on est tranquille dans la société. Ça devrait habiter nos consciences et nous faire nous lever pour réagir fort. Alors, peut-être pour aborder d'autres aspects,
Euh, Ces situations de violence et d'abus causent beaucoup de tort. Madame Aimé a évoqué des nœuds psychologiques et physiologiques qu'il faudrait arriver à défaire. Je reprendrai ce qu'elle a dit, mais d'une autre façon, en disant, il y a, il y a eu des traumatismes certainement, comme disait quelqu'un que Madame Aimé connaît aussi. Le trauma, c'est l'événement. Mais ce qui est important, c'est pas le trauma, c'est ce qu'on fait du trauma. Alors, on peut travailler un choc. Il y a des femmes qui ont travaillé leur choc et qui ont montré que c'est à partir de ce travail sur le choc-là qu'elles sont arrivées à acquérir une certaine personnalité nouvelle. Donc, travailler le choc, d'abord prendre conscience du choc qu'on a subi, le travailler, mais le travailler seul, on est vite dépassé. Il faut se faire accompagner. À toutes ces jeunesses qui m'écoutent, si vous êtes vous-même victime de choc, vous connaissez des amis autour de vous, eh bien, encouragez-les à s'ouvrir. Et on ne s'ouvre pas à n'importe qui après va lire ce que vous lui avez dit sur un journal de la place. Faites appel à des conseillers spécialisés. Entre nous, Madame Aimée est une de ces personnes ressources-là hein, que vous pouvez contacter. Vous venez de la voir et peut vous laisser ses coordonnées téléphoniques. Un choc, ça se travaille. Personnellement, il faut d'abord prendre la, la décision de vouloir s'en sortir avec des accompagnateurs et des spécialistes. On peut faire d'un choc un tremplin pour réussir sa vie. Vous voyez, ces derniers mois, j'ai accompagné une jeune fille pour ce que je peux faire avec elle, avec d'autres. Une fille qui a été violée, qui s'est retrouvée enceinte et qui a été forcée par sa maman d'avorter pour ne pas que son père la prenne et que la maman soit encore la cible des persécutions du papa. Quand le papa l'a découvert, c'était un enfer familial. Et la jeune fille a eu le courage de dire, Papa, c'est moi qui suis auteur de la bêtise. Qu'est-ce que ma maman a à ramasser des conséquences de mes erreurs? Traite-moi comme tu voudrais, mais pas ma maman. Et la jeune fille me dit à un moment, mais si je suis tombée dans les bras de celui qui m'a rendue enceinte, c'est aussi à cause de papa. Il nous a laissés sans rien. Violence économique. Et les hommes sont très forts pour ça. Hein. Violence économique. Vous n'êtes rien sans moi. Maintenant, je ne suis pas contente de vous. Eh bien, vous n'aurez pas la pension ou bien ce que j'avais promis de vous verser tous les mois. Sans savoir que on enfonce davantage sa fille dans des problèmes. Et dernièrement, cette jeune fille que j'ai accompagnée pour faire des examens médicaux, parce qu'elle n'était pas encore sortie de, de la menace hein, d'une infection générale, maintenant elle a commencé à prendre des antibiotiques, à ressentir son corps un peu normalement. Elle me dit, ma sœur, je crois que la leçon m'a servi à quelque chose. Maintenant, je mets le cap sur mes études. Alors, si demain elle devient quelqu'un, j'imagine qu'elle va être une personne responsable et qui voudra aider d'autres jeunes à se sortir de la situation. Alors, les violences, on les subit, même quand on devient religieuse, hein. On sort de cette Afrique-là. Madame Aimée a parlé de harcèlement. Quand on est religieuse ou on pense à devenir religieuse et qu'on est à l'école, que tout le monde le sait, eh bien, les professeurs essayent, les collègues essayent, jusqu'à vous tendre des pièges, hein, des embuscades, comme on dirait aujourd'hui. Et c'est souvent avec la grâce de Dieu qu'on réussit à sortir de ces embuscades pour
faire profession et rester dans la vie religieuse 25 ans, 40 ans, 60 ans, quand Dieu le permet. Alors, on nous fait violence à nous autres les femmes, c'est un mal. Et pour retourner les choses, j'aimerais renverser la balance en disant, nous-mêmes, jeunes filles, femmes, apprenons à nous faire violence nous-mêmes. C'est-à-dire, apprendre à assumer ce qui a été violence et abus pour en faire une valeur. Vous m'entendez? Apprendre à transformer ce qui a été violence et abus, au lieu que ce soit un complexe qui nous emmène dans des impasses, mais en faire une valeur. Je vous donne quelques explications. Il y a encore des sociétés dans lesquelles les jeunes filles qui arrivent dans des maisons de formation au postulat noviciat, eh bien, elles sont passées par des temps d'initiation. En quoi consiste ces temps d'initiation? Généralement, une vraie initiée ne dira pas aux non-initiés ce qui se passe dans les camps d'initiation. Et vous aurez beau vouloir les soudoyer, elles ne vous le diront pas. Ça fait partie de l'apprentissage du secret, comme ça se fait dans les camps d'initiation. En tant que formatrice au postulat et au noviciat pendant plusieurs années, j'ai constaté quelque chose. J'ai constaté les filles les plus travailleuses, les plus endurantes au travail et avec une certaine discipline me paraissent être celles qui sont passées par cette initiation. Pas toutes, mais le pourcentage de celles qui avaient une certaine volonté à euh, travailler le ménage, leur devoir de jeunes en formation, à faire la cuisine, c'était plutôt dans le bloc de celles qui avaient participé à ces camps d'initiation que je pouvais en prélever. D'autres aussi, mais le pourcentage était plus fort de ce côté-là. Pourquoi? Il y a des filles qui viennent aussi parce qu'elles ont bu les films qu'on leur déverse à la télévision et viennent dans la vie religieuse en pensant que dans la vie religieuse, on vient seulement pour lire un journal. Et qui est-ce qui va faire le ménage et la cuisine? Ce sont toujours les mêmes sœurs, c'est pas possible. Et ces mêmes filles, quand elles vont pour tenter un mariage, elles découvriront que quand on est mère de famille, épouse d'un homme, il faut travailler. Alors, se faire violence soi-même demande d'assumer ce qui a été violence pour en faire une valeur. Voilà, par cet exemple-là, vous verrez que justement, c'est un peu paradoxal, hein, quand l'éducation traditionnelle demande une certaine discipline, une certaine exigence vis-à-vis de la fille, quelque part, celles qui ont vécu de bon cœur récoltent de bons fruits. Alors, bon, j'allais dire, tout n'est pas négatif, ça dépend comment on le prend. Une femme sans foi ni loi est un monstre. J'ai vu sur le site de Barikassira le rapport entre foi et spiritualité. Ça m'a beaucoup réjoui. Et de même, hein, un certain rapport avec la tradition. Hein. Ce qui est mauvais est à laisser, mais les valeurs de la tradition sont apportées avec soi quand on est à l'âge adulte, même prêtre, religieuse. La foi est une force qui nous connecte à Dieu. Et ce Dieu, c'est pas un Dieu vague, le Père, qui a un fils qui s'appelle Jésus. L'amour entre le Père et le Fils donne la naissance à une troisième personne qui est l'Esprit Saint. Les théologiens l'expliqueront avec beaucoup plus de compétences. Mais c'est pas seulement une question de, d'acquis abstrait, de théorie, mais c'est une expérience vitale que nous faisons. Sinon, je ne serais pas arrivée à être religieuse aujourd'hui et à durer 44 ans dans la vie religieuse. La foi est une force.
Et quand on est femme en Afrique, il faut savoir s'accrocher à Dieu. Quand on est jeune fille aux études, s'accrocher à Dieu quand on pense se donner à Dieu dans le choix de l'état de vie, la vie religieuse. Sinon, ce n'est pas possible. Il y a un harcèlement qui peut un jour vous dépasser et puis vous entraîner. La femme religieuse aujourd'hui est aussi l'objet d'abus, de harcèlement. Alors, ça, c'est quelque chose que Madame Emné ne peut pas dire parce qu'elle n'est pas religieuse. Mais moi, religieuse, je confirme qu'il y a des abus dans la vie religieuse qui ne devraient plus avoir lieu maintenant que le pape François veut nous faire bénéficier des acquis de la synodalité. Il y a des abus d'autorité. J'apprenais une fois qu'il y a des religieuses dans certaines congrégations. Bon, quand c'est le moment de se détendre, elles sont assises et ce sont des postulantes et novices qui leur taillent les ongles. Ça va vous faire rire, hein? Bon, hein, et si ce n'est pas ça, si j'invente, hein, je demande pardon. Il y a des abus d'autorité où le responsable monopolise la voiture communautaire, alors que le grand groupe devrait avoir besoin de la voiture. Elles font leurs courses toutes seules et prennent la voiture. Ce sont des abus. Les abus de l'économe général qui va ramasser dans le fonds communautaire pour faire pour réaliser des projets personnels familiaux. Ce sont des abus. Ça n'existe pas partout, mais il y en a. Et c'est comme si ça devient contagieux en Afrique. Inversement, il y a des religieuses qui essaient d'exercer leur autorité, comme la vie religieuse le demande, comme le Concile Vatican le demande, mais c'est un groupe de sœurs mal dans leur peau qui vont chercher à imposer à la responsable ce qu'elles veulent. Un autre type d'abus aussi qui existe et qu'il faut savoir euh, signaler. Alors, mon message serait celui-ci. La femme et les femmes par volonté divine. Nous sommes appelés à assumer notre morphologie, notre identité psychologique de manière à devenir pleinement femme. Et j'aimais bien un théologien qui parlait de la femme éternelle. Il distinguait, qu'est-ce qu'il entendait par femme éternelle? Toute femme qui arrive à mater tous les défauts féminins, et il y en a. La coquetterie exagérée, la volonté de séduire tout le monde. Qu'est-ce que c'est? C'est pas ça qui fait de nous des vraies femmes. Ce sont des valeurs du cœur, les valeurs, savoir donner la vie. Combien d'enfants j'ai mis au monde tout en étant religieuse? J'ai fait vœu de chasteté, je n'ai pas de mari. Mais combien d'enfants j'ai mis au monde? Des gens que je rencontre dans la rue. Ma sœur, vous vous rappelez? J'avais un complexe d'Oedipe avec mon père. Vous m'avez parlé. Aujourd'hui, je me suis réconciliée avec mon père. Ah, c'est moi. Bon, mon fils, bon courage. Ma sœur, ceci, vous m'avez fait ceci. Et je leur dis toujours, à votre tour, faites de même à ceux que vous rencontrerez. Nous sommes des femmes appelées à travailler sur nous-mêmes afin de mater ces défauts qui sont dits féminins. La séduction. On dit qu'il y a certaines femmes qui souffrent de l'addiction au sexe. Elles peuvent se libérer de cette addiction si elles remplacent ce qu'il y a dans leur tête par autre chose. Si dans la tête il n'y a que le sexe, eh bien, elles resteront esclaves du sexe et elles penseront quand elles font bien alors que c'est des pauvres, mes pauvres sœurs. Libérez-vous de cela. La convoitise et la soif effrénée d'argent et de richesse qui poussent les, un certain nombre de femmes dans les bras des hommes malades et qui leur transmettent impunément leur maladie. Parfois, c'est nous-mêmes qui le cherchons. Ne soyons pas des monstres, mes sœurs, jeunes filles qui m'écoutez. Ce que je suis, ce que madame est, vous pouvez le devenir à votre tour, à condition que vous cherchiez à développer le meilleur de ce que
Dieu a mis en vous comme femme et de mater tous les défauts féminins. Et je suis d'accord qu'on en a beaucoup. Les bouderies impossibles. Oh là là, dans la vie religieuse ou dans le couple. Ça arrive aussi. Si nous avons à exprimer notre désaccord, faisons-le avec des mots de manière adulte, mais pas par des coups, des petits coups qui nous enferment dans le cercle de l'enfance et nous érinçons même quand les années passent. Merci, Père Jean, Père Aimé, non, Père Jean, pour ce temps que vous m'avez permis. J'ai dit beaucoup de choses. Si vous voulez approfondir par des questions, Merci. vous m'aimez. Vous avez dit que vous allez reprendre la parole après ce que je dirai, hein? Ça Merci va? beaucoup. Merci, merci, ma sœur. Vraiment, c'est passionnant. Quand on vous écoute, on n'a pas envie d'arrêter toute cette inspiration. Je vais résumer un peu. Vous avez parlé en gros de toute cette violence communautaire dans la tradition, dans nos familles. Comment la fille, déjà, en tant que femme, ou déjà son sexe discrimine dans nos sociétés africaines. Euh, L'éducation n'est pas vraiment ça. Et vous avez montré combien les conséquences sont diverses et créent des problèmes d'insécurité, un complexe d'infériorité et de supériorité aussi. J'ai beaucoup aimé ça. Souvent, on parle que du complexe d'infériorité, de supériorité aussi, de toute cette, Oui. voilà, et vous avez mentionné, je crois, deux ou trois fois ce mot-là, devenir un monstre. Euh, une femme sans foi ni loi qui devient monstre. Et c'est vraiment frappant ça. Euh, et vous nous avez fait ressortir l'expérience que vous avez eue déjà en accompagnant l'autre fille déjà. Euh, et vous nous avez montré comment apprendre à affirmer ou transformer les abus en valeur et, et de voir que la femme, c'est d'abord plus les valeurs, le cœur que Dieu lui a donné. Et c'est cela qui fait la femme, de développer le meilleur que Dieu a mis en la femme. Et que la femme est appelée à travailler Mm, sur elle-même, les séductions, convoitises, la soif mm, effrénée de l'argent, les bouderies, caprices et autres. Et et ses valeurs pour transformer sa société. Alors, merci encore, sœur mm, Marie-Yvonne. Euh, je crois on va donner peut-être 5 minutes à Madame Aimée pour, disons, conclure une partie de ce que tu as encore sur ton écran, 5 à 10 minutes. Si tu peux, oui, nous dire mm, comment, quel est le rôle, nous voulons plus savoir aussi, quel est le rôle que les hommes et les femmes, nos familles peuvent jouer dans la résilience. Oui, en parlant de toutes les conséquences là que vous avez fait sortir, qu'est-ce que chacun d'entre nous aura à faire? Euh, voilà. Euh, vous avez la parole, mais vous avez éteint votre vidéo, Madame Aimée Améblé. Oui, voilà. Maintenant, vous voir. Maintenant, il faut l'audio. Oui. C'est bon maintenant. Ouais, c'est bon. Merci oui, c'est beaucoup. bon, Madame Aimée. Merci beaucoup, sœur Marie-Yvonne, hein, pour cet exposé assez captivant. Voilà. Moi, je veux juste ajouter l'une ou l'autre chose et puis dire, apporter un peu le rôle des hommes et des femmes. La première chose, c'est que je voudrais dire pour compléter un peu ce que sœur Marie-Yvonne a vu, c'est un exemple. J'ai rencontré
lors de mes formations où je parlais justement des abus sexuels, une religieuse qui avait 65 ans. Et à la fin, elle me dit, pour la première fois, je veux partager avec toi que j'ai été abusée à l'âge de 10 ans dans la maison de mon père par les ouvriers de mon père. Et c'est vrai, elle en a parlé à son père, mais ça s'est réglé à l'époque de manière simple. Mais elle dit, j'ai passé des phases où je suis devenue obèse, je pesais 120 kilos. Mais quand je suis rentrée dans la vie religieuse, au moment, la veille de mes vœux perpétuels, j'ai dit à Dieu, guéris-moi de cet abus pour que je sois vraiment à ton service. Et elle a vu simplement que quelque chose s'est passé en elle et les années suivantes, elle a perdu 60 kilos. C'est juste pour dire combien elle n'est pas la seule. J'ai travaillé avec une autre religieuse et moi, je n'ai travaillé que sur le plan psychologique. À un moment donné, elle me dit, j'ai besoin qu'on prie pour moi, qu'on prie pour que cette blessure soit restaurée en Dieu. Alors, je l'ai dirigée vers un prêtre. Et quand elle est revenue, je ne l'ai pas reconnue. Elle avait tellement changé. Pour dire, l'importance et la place de notre foi et de notre rencontre avec Dieu comme une grande arme, un grand outil de protection pour les abus. Voilà. Et ça me fait entrer aussi dans ce que peuvent faire les hommes et les femmes. La première personne concernée, c'est la personne qui peut être une potentielle victime. Les filles, les femmes. Et les femmes, ça ne vieillit jamais. Tu peux avoir 80 ans et être encore violée. Vous voyez? Donc, le premier, moyen de protection ou de lutte, et que je dis souvent aux gens, c'est d'être réactif. Quand quelqu'un vous touche ou quelqu'un a une intention où vous devez être réactif, la première chose, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire? Être réactif et moins passif. Parce qu'un agresseur étudie d'abord la capacité de réactivité de la personne. Est-ce que cette femme-là, elle va réagir? Cette fille, est-ce qu'elle va réagir? Donc, la personne fait une approche d'abord pour voir, pour te toucher, pour voir est-ce que tu vas réagir violemment ou tu vas être passive. Donc, ça, c'est quelque chose à apprendre. Même si je suis de nature passive, quand quelqu'un touche à mon corps ou quelqu'un porte un regard sur moi, j'ai à réagir violemment. Moi, je vois quelquefois ici au Togo, quand un Z-man me prend sur la moto et il commence à faire la cour, je le tape dans le dos et je lui dis, monsieur, n'oubliez pas, vous avez une arme dans le dos. Et donc, la personne se tait en même temps. L'autre chose que je peux... Intéressant. Une arme dans le dos. Oui, c'est moi qui suis l'arme dans le dos. OK. Voilà. Un autre élément que je peux donner pour la résilience, c'est, la capacité d'ouverture. C'est-à-dire, l'événement peut arriver, quelle que soit ma réactivité ou tout ça, mais que je sois capable, dès que c'est arrivé, d'en parler, de ne pas avoir honte, de ne pas prendre sur soi la culpabilité de l'agresseur. Et ça,
c'est fondamental. Parlez-en. Si vous avez été agressé, abusé, parlez-en. Ne le gardez pas pour vous. Je crois que la sœur Marie-Yvonne en a parlé. Et donc, pour vous les hommes et les parents, la première chose, c'est avoir l'oreille, être capable d'écouter. Quand un enfant vient, ou bien quand vous observez vos enfants, ou bien quelqu'un, une amie, vous parle de quelque chose, très souvent, quelqu'un qui a été abusé, les adolescents, ils vont comme un camarade de classe qui m'a raconté ceci. Et donc, il va vous parler de l'abus, mais en vous disant que c'est arrivé à son camarade. Moi, j'ai dû l'apprendre dans ma pratique thérapeutique. Quand j'ai reçu plusieurs adolescents, ils viennent, ils te disent, ah, je veux un conseil pour aider cet ami et tout. Et je donne le conseil, je dis, cet ami, s'il te plaît, amène-le-moi. C'est moi qui vais travailler avec cet ami. Et puis souvent, ils partent et ils reviennent et ils disent, cet ami, c'est moi-même. Donc, les personnes vont venir vers vous en simulant d'autres personnes et pas eux-mêmes. Donc, avoir l'oreille, être vigilant. Et puis, quand l'enfant parle, quelquefois, il va vous raconter comme un rêve. Soyez ouverts, accueillez. Et puis, prêtez une oreille attentive. Voilà. Et c'est quand vous arrivez à prêter une oreille attentive que vous pouvez dire, eh bien, moi, je veux te diriger vers telle personne ou telle autre qui peut vraiment mieux t'écouter et mieux t'aider. Voilà, je crois que j'ai donné les quelques éléments de complément que je voulais ajouter. Voilà. Donc, dernière chose, si j'ai quelque chose à dire, c'est que toute femme, je crois que c'est aussi aux hommes, mais toute femme, moi, je souhaite que ceux qui m'entendent maintenant, toute femme puisse dire, je suis une combattante. Et moi, j'appelle les femmes PDG. Elles sont présidentes, directeur général. Que tu le veuilles ou pas, une femme qui entre dans une maison, elle a cette capacité-là d'organisation et cette capacité. Donc, entrons dans cette compétence de battante, de combattante et de PDG. Merci à vous. Merci à la PDG, Madame Aimée Améblé, et la PDG de la Centrafrique, la sœur Marie-Yvonne, pour vraiment ces instants de vraiment, non seulement d'humour, il y a d'humour dans cette résilience pour la femme. Oui. Les armes derrière, ça c'est bien. Je retiens qu'il faut, en tant que femme, il ne faut pas être passive, surtout quand il s'agit de tout abus, abus sexuel, physique envers sa personne. Il faudrait demander à la personne ce que la personne fait et l'aider à être conscient de ce qu'il veut faire ou est en train de vouloir faire. Voilà. Une question de Monsieur Martin Kersi, depuis la France. Oui. Comment Oui. vous arrivez à toucher les chefs traditionnels et leurs entourages afin de faire passer ce message? Jusqu'à présent, non. Je laisse la question. La question à la sœur. Bon, oui, je laisse la question à la sœur. Ma sœur, est-ce que vous avez déjà touché avec votre message les chefs traditionnels ou les entourages des familles de filles abusées et autres? Les chefs traditionnels, bon, ça dépend du contexte, hein. Ici à Bangui, il y a quelques chefs traditionnels, il y a des chefs de quartier. Bon, quand j'ai l'occasion de discuter avec l'un ou l'autre, hein, on glisse comme ça quelque chose.
mais il n'y a pas eu une réunion formelle avec ces gens-là. Mais les C'est ça. hommes, oui, les hommes, est ce que Madame Aimée a dit, hein, savoir parler. C'est vrai Mhm. que Madame Aimée est PDG d'une manière innée, hein, et moi, j'étais de nature beaucoup plus réservée, timide à la suite du divorce de mes parents. Et donc, mais j'ai dû apprendre à m'imposer, à apprendre à parler, à me défendre quand les garçons au lycée et on apprend à devenir combattante, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est ça. Voilà. Est-ce que s'il y Alors, a des gens qui ont des questions pour les deux, oui, vos questions sont les bienvenues. Vous pouvez ouvrir votre micro et présenter votre nom, de quel pays vous nous suivez, et vous pouvez poser vos questions. Ou soit vous mettez les questions dans le chat. Voilà. Alors, moi, ce que je voudrais juste ajouter par rapport au chef traditionnel, bon, je n'ai pas accès. Mon travail me met dans quatre murs ou bien en contact avec des gens qui sont en ville. Mais quand j'ai l'occasion de rencontrer l'un ou l'autre chef, qu'il soit chef ou qu'il soit directeur de cabinet, ou, voilà, j'aborde quelquefois. C'est pas une question qu'on aborde très facilement, en fait. OK. Mais quand le problème se pose dans un quartier ou dans une maison, alors là, nous intervenons. L'exemple que j'ai est très lointain, très, très lointain. Il y a plus de 30 ans. Et ça, c'était à Neho. Et comme le chef traditionnel d'Aneho était chrétien, ça a été très facile de travailler ce cas avec lui et d'informer, d'avoir du temps pour informer ses conseillers. Mais bon, il est décédé maintenant. Voilà. Mais c'est du OK. travail sur le tapis. Merci. Il y a d'autres Mhm. questions. Andrea, après Andrea, la sœur Pélagie. Transcription. Vous Oui. pouvez ouvrir votre micro et directement poser la question. Merci beaucoup, mon père. Moi, je suis sœur Boaké Andrea, je suis au Togo. D'accord. Je n'ai pas pu suivre au début, désolée, vraiment, ça me fait mal. Mais je ne sais pas si ma question était déjà répondue, mais j'aimerais savoir, quand on se trouve dans une situation où on soupçonne une agression d'une fille et que vraiment elle n'arrive pas à parler ou que les parents essaient de couvrir la situation, comment Oui. aider ces jeunes-là? D'accord. OK. Est-ce qu'on recueille toutes les questions ou je réponds en même temps? Tu peux répondre en même temps. Si la sœur veut ajouter, elle peut ajouter. Alors, cette question-là est très simple. Quand vous soupçonnez auprès d'une jeune fille, quelle que soit, ça peut être si c'est une petite fille, c'est très simple. Vous devez premièrement tisser de l'amitié avec elle, créer un climat de confiance avec cette personne. Quand c'est une petite fille, alors vous pouvez commencer à lui proposer de faire des dessins et ça va ressortir dans ses dessins. Et quand elle fait le dessin, vous lui demandez d'expliquer le dessin et elle vous en parlera. Maintenant, quand nous sommes au niveau d'une adolescente, vous tissez et si la jeune fille vous fait confiance, elle va parler tout de suite. Elle va parler en parabole. Ou bien, ça, c'est nous, en tant que psychologue, quand on rencontre des jeunes comme ça, nous allons directement, nous posons directement, mais il y a une manière de le poser, il y a une manière d'approche. Il faut expliquer ça. Peut-être que, en tant que religieuse, vous devez d'abord faire avec cette jeune-là, lui demander d'amener 2, 3 amis, et puis vous mettez le thème de discussion en disant, mais
je suis en train de réfléchir, j'aimerais vraiment vous parler en tant que jeune fille qu'aujourd'hui, il y a un problème qui est fréquent, ce sont les abus et souvent ça se passe dans les milieux les plus proches, nos milieux familiaux. Et donc, faites confiance. Si jamais ça vous arrive, ne gardez pas. Parlez-en, on pourra vous aider et on va vous protéger. Donc, si elles sentent que vous avez mis tous les éléments de protection, de sécurité pour elles, elles viendront vous le dire individuellement. Voilà. Sœur Marie-Yvonne, vous pouvez ajouter. Madame Aimée, je n'ai rien à ajouter parce que vous êtes mon coach hein, dans ces questions-là. Merci. Ok, Sœur Pélagie. Ça me Sœur va très Pélagie, bien. question. Merci beaucoup, merci Père Jean, merci à Maman Aimée et à la sœur pour ce thème que vous avez animé qui nous aide à mieux comprendre sur la question des abus. C'est la sœur Pélagie Koudedi, sœur visitandine. Moi, j'aimerais faire une petite doléance. Est-ce que vous pouvez nous parler juste en quelques minutes de la question des abus entre individus de même sexe? Parce qu'aujourd'hui, on en rencontre. Ah oui, Merci. c'est ça. Ouais. Ouais, on croit que bon, ça c'est mon commentaire. Je crois que ce sont les hommes seulement qui maltraitent les femmes, mais les femmes se maltraitent entre elles et les hommes se maltraitent entre eux. Suivez mon regard. Non, je crois que la sœur Marie-Yvonne en a parlé, elle pourra nous donner, oui, quelques-unes encore de Oui, ses expériences. oui. Oui, et pourquoi pas, bon, comment essayer d'éviter cela? Puisqu'il y Oui, a, je laisse comme la vous parole l'avez à déjà sœur dit, Marie-Yvonne. ouais, ouais, il y a beaucoup d'abus dans nos congrégations religieuses, dans, dans nos séminaires, dans nos maisons de prêtres et tout ça. Euh, comment, comment éviter tout cela? Eh bien, ce n'est pas venu spontanément parce que c'est un casse-tête pour moi et pour beaucoup aujourd'hui. Encore si on entendait dans la société des femmes lesbiennes, des hommes homosexuels, mais dans la vie religieuse, dans les maisons religieuses, ce problème-là, c'est vraiment le ciel qui tombe sur la terre. Et pourtant, il faut avoir un regard réaliste et reconnaître que ça commence à devenir un véritable souci. Si cela arrive, une fois je me trouvais dans une maison de formation. C'était assez au début, je n'y croyais pas, mais maintenant je crois. Un jeune qui, saisissant du fait que j'étais étrangère par rapport à son contexte, vient me partager cette terrible souffrance. Son maître de novice l'avait choisi pour mettre de l'ordre dans sa chambre. Et comme tout jeune, pour essuyer la tablette, il fallait déplacer les disquettes et les films. Et il découvre à sa grande stupeur hein, que le maître était un accro de films pornographiques. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Le jeune demandait conseil. Eh bien, le sujet était encore trop nouveau pour moi pour savoir exactement quelles paroles il fallait lui dire. Je lui ai dit, bien, il est chargé de faire le ménage. Il n'est pas obligé d'aller lire sur les pochettes des disques ce qu'il y a. Qu'il fasse le ménage et puis qu'il s'en tienne à cela. Mais c'est difficile parce que pour le novice, hein, c'était comment celui qui nous parle si bien de la chasteté est le premier à me montrer que après il se compense hein, dans des films terribles. C'est des problèmes. Alors aujourd'hui, pour aborder la question de la sœur, harcèlement dans la même maison entre sœurs, bon, il faut tenir fort. Vous êtes d'accord de devenir lesbienne? Laissez-vous faire. Si vous n'êtes pas d'accord, défendez-vous et arrangez-vous pour amener
l'affaire à un plus haut niveau. C'est ce que moi je dirais. Vous voyez, c'est ce silence. Je sais que quand on rend ce silence-là, c'est dur. Il y a des jeunes qu'on n'a pas admis au vœu perpétuel ou au vœu, premier vœu, parce qu'ils ont eu le courage de dire la vérité. Mais une fois renvoyés, est-ce que leur vie a été complètement sacrifiée? Est-ce qu'elles n'ont pas pu vivre quelque chose de beau? Alors, je sais que se lever pour aller en parler à qui de droit, ça coûte. Et malheureusement, je suis responsable et je suis encore responsable général de ma communauté. Je sais que parfois, euh, eh bien, les décisions que l'on prend, c'est pas tout à fait comme les constitutions et l'Esprit Saint nous demandent de le faire, hein. Il y a des petits règlements de compte qui peuvent se glisser là-dedans. J'ai eu des cas. Alors, ma sœur, si quelqu'un vous harcèle, vous êtes d'accord avec le harcèlement? Dites à la sœur de sortir tous les deux et d'aller vous marier à la mairie. Et vos parents viendront avec des haches vous couper le cou et la tête. Ouais, Alors, si vous Mais n'êtes pas ouais. d'accord, ça, ma c'est sœur, vrai. ne vous laissez pas faire. Hmm, Et s'il y a moyen, eh bien, portez l'affaire plus haut. Et si hmm. vraiment on vous renvoie parce que vous avez dit la vérité, le Seigneur vous réserve de belles surprises, de grandes responsabilités, parce qu'il sait que vous avez été vrai dans une petite chose. C'est pas une petite chose, hein, pardon. C'est vraiment pas une petite chose. Et que vous serez vrai dans de plus grandes choses. Bon courage. Maman aimée, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, beaucoup. Beaucoup ajouté. La première chose, c'est que vous avez vu du point de vue des communautés religieuses. Au début, moi, j'ai commencé à voir entre maître et novice, et même très récemment. C'est-à-dire que l'exemple que vous avez donné, euh, le, comment dire, les CD que le maître de novice laissait est un appât, c'est une préparation. Il sait que le novice va regarder ça. Et en fait, il l'utilise pour préparer le jeune mentalement pour que quand il va commencer à le toucher, il sache que il est habitué au film porno. Donc, je veux juste souligner ça, que en fait, c'est une manière de faire des agresseurs. La deuxième chose, une autre manière de faire et que j'ai vu accompagner pour arrêter cela, c'est quand le maître ou la maîtresse des novices va demander aux jeunes à des heures impossibles de discuter avec lui. À partir de 21 heures, de faire des discussions tête à tête ou bien de lui faire un massage parce qu'il va dire, ah, j'ai juste mal au dos, de faire des massages. Ce sont en fait des portes d'entrée dans une forme, dans cette agression-là. Et le jeune ou la jeune est d'abord, au départ, elle ne sait pas. Elle accepte, elle dit, bon, c'est ma sœur, on est dans une vie communautaire. Et quand ça se rallonge, alors la surprise vient parce qu'une autre fois, la personne qui est en train de faire les avances va commencer à se mettre de plus en plus nue et l'autre est déjà habituée à la toucher. Donc, elle peut, c'est-à-dire que cette agression-là va la surprendre seulement après coup. C'est quand elle sort de la situation qu'elle se dit merde, excusez-moi le mot, et quelque chose s'est passé. En fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est un appât progressif. Ce n'est pas direct comme dans les abus sexuels, etc. Et donc, mais le processus, le traumatisme est le même. La personne est choquée, angoissée, elle a l'impression de subir un rêve, d'être dans un rêve, et puis elle va développer toutes les conséquences dont j'ai parlé tout à l'heure, l'angoisse, la culpabilité, l'insomnie, etc. Donc, c'est très important dans ce sens-là de se faire aider. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est
déjà entre jeunes, les jeunes novices qui arrivent, parce que je suis sur un dossier comme ça. C'est-à-dire, une était déjà homosexuelle avant d'entrer. Et maintenant, elle fait la proposition à l'une ou aux autres. Elles sont postulantes, donc on les met 2 à 2 dans la chambre. Et si, comme je disais, la première personne a réagi vivement, donc elle s'est rangée. Mais elle a continué à faire sa proposition à d'autres personnes qui sont passives. Et le truc fait boule de neige parmi eux. Et moi, comme c'est arrivé chez moi, j'ai informé la formatrice et pour le moment, elles toutes, les filles se sont renvoyées à la maison pour le moment. Voilà. Pour dire, voilà, un peu pour éclairer, puisque c'est la demande de la sœur, c'est d'éclairer justement. Et donc, cette vigilance-là, et développer cette vigilance et cette capacité à être réactive. Voilà. Voilà ce que je... Merci, maman. Voilà. Il y a Merci d'autres beaucoup. questions. Il y a d'autres, oui, on va prendre toutes les autres questions en même temps. C'est ça. Il y a des questions dans le chat. Oui, j'ai lu. Alix, tu peux dire ta question. Ok, bonjour. Bonjour, Alix. Bonjour. Bonjour, maman. J'espère que vous allez bien. Oui, Merci beaucoup pour le sujet, c'est très intéressant. Ma question est celle-ci. Qu'en est-il de celles, par exemple, qui arrivent quand même à pouvoir en parler, mais au finish, c'est tel qu'on dit, bon, c'est de sa faute, quoi. C'est-à-dire qu'on dit que c'est toi qui as fait en sorte que ça t'arrive. C'est-à-dire l'abus devient comme si c'était de la personne qui a été abusée. On la rend responsable et au finish, elle se culpabilise et finit par rester en silence et sur sa faute, quoi. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces personnes qui suivent, mais finalement, c'est elles qui Voilà. Premièrement, nous parlons du dévoilement. Quand tu as été abusé, que tu le dévoiles en famille, la première réaction, c'est les gens veulent protéger la famille et donc il nous faut un bouc émissaire. Et c'est la victime qui est toujours le bouc émissaire. Donc on va dire, ah c'est toi, tu t'es mal habillé, pourquoi tu as porté un short, pourquoi, etc. Voilà. Donc, dans ce cas-là, Alix, s'il te plaît, si la personne est au Togo, qu'elle soit ailleurs, tu as mon numéro, dis-lui de m'écrire. Parce que là, il faut un traitement. Il faut un traitement. 1 ou 2 séances et la personne va sortir la tête de l'eau. Parce que là, elle-même, elle se culpabilise. La culpabilité est automatique dans l'abus et tous les autres autour la culpabilisent. Donc, pour qu'elle puisse s'en sortir, c'est comme si on a mis une pierre de béton sur sa tête. Toute seule, elle ne pourra pas. Même avec ses amis, elle ne pourra pas. Quand on a mis une pierre de béton sur ta tête, il faut avoir une technique pour se glisser dessous. Et c'est ce que le psychologue fait. Le psychologue dit, laisse la pierre comme ça et baisse-toi tout doucement et glisse-toi pour partir. Voilà. C'est une image que j'utilise, hein, mais j'espère que vous comprenez. Ok, merci. Oui. Les dernières questions, est-ce que au niveau africain, dans l'Église catholique, est-ce qu'il y a la conférence des évêques ont pensé à rassembler des gens tout autour des experts ou des personnes en la matière pour un suivi que ce soit dans vos diocèses respectifs ou au niveau panafricain et aussi est-ce qu'il y a une possibilité de sensibiliser dans les écoles
de sensibiliser plus dans les écoles sur les abus et aider à une ouverture de conscience des jeunes filles et des garçons aussi. Voilà. Voilà un Alors, peu les questions qui sont. ce que je peux dire, c'est qu'il y a un immense travail qui a commencé au niveau des diocèses en Afrique. Je parlerai pour le Togo et c'est dans ce cadre-là, pour l'Afrique francophone, où nous avons été envoyés en île Maurice et j'ai fait la naissance de Sœur Marie-Yvonne pour justement être formés pour la protection des mineurs et des personnes vulnérables. Donc, au niveau du Togo, il y a un gros travail qui est en train d'être fait par les évêques, la mise en place des bureaux de signalement et des commissions diocésaines pour la protection de mineurs. Et c'est là où Emmanuel et moi, nous avons été appelés par l'évêque faisant partie de cette commission. Et nous sommes en train de monter un projet de formation et d'information des différents acteurs jusque dans les écoles. Vous savez, ça sera un projet sur 5 ans, le temps de recenser les ressources et de former les gens pour que les gens puissent aller informer dans les écoles et prendre en charge les personnes qui subissent ces abus. Voilà, il y a tout un processus qui est lancé. Voilà, nous avons à soutenir ce processus-là et nous aussi, nous sommes déjà dans ce processus-là. Voilà. Donc, même pour les écoles, il y a quelque chose qui est fait au niveau des enseignants des écoles catholiques, mais ce n'est qu'une petite pincée de sel. Il y a tout un protocole à réfléchir et à travailler avec la direction diocésaine de l'école catholique. Voilà ce que je peux dire. Je donne la parole à Sœur Marie-Yvonne pour dire un peu au niveau de l'Afrique centrale. Oui. Merci, Oui, Maman. ma soeur. Oui, nous sommes tout Alors, oui. Alors, ce que Madame Aimée a dit du Togo, c'est un travail qui est en train de se faire un peu à travers toutes les conférences épiscopales dans les églises en Afrique. Ce que je voulais ajouter par rapport à ce qu'elle a dit, c'est que le pape François a fait de la sauvegarde, de la protection des mineurs et personnes vulnérables contre ces abus de tout genre un combat personnel. Hein. Il y en a vraiment fait un combat personnel au point de créer une commission pontificale pour la sauvegarde et la protection des mineurs, des personnes vulnérables. Et comme il est le chef de l'Église, il a il a envoyé des textes qui sont déjà adoptés, des motos proprios. Par exemple, vous êtes la lumière du monde, dans lequel il demandait à toutes les conférences épiscopales de mettre sur pied, dans chaque diocèse, des cellules d'écoute. Et Maman Aimée a fait allusion à la rencontre qu'on a eue à l'île Maurice, et là où on s'est regardé entre Africains pour dire, les autres sont très, très avancés. C'est comme si nous, on se réveille seulement maintenant. Alors, l'intérêt de ce genre de rencontre, c'est que ça vous aide à aller de l'avant. Donc, l'expérience de ceux qui sont très poussés nous aide à nous laisser tirer pour justement arriver à ce que toutes les conférences épiscopales aient des bureaux de signalement, des bureaux d'écoute, des structures pour même mettre à l'abri un moment l'enfant qui est victimisé parce qu'elle a eu le courage de dire la vérité. Ça demande toute une organisation dont nous ne disposons pas encore maintenant. Et elle a bien fait de dire que c'est un immense travail qui s'offre à nous et pour lequel, pour le moment,
Nous avons besoin seulement de notre courage. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, sœur Marie-Yvonne. Nous tendons presque à la fin de Ouais. vraiment ce